It's a busy day for Donald Trump ahead of what will be a very consequential week for the criminally convicted former president and the country. In less than an hour, Trump will take the stage in Philadelphia for his last rally before his first 2024 debate with President Biden in Atlanta on Thursday. Earlier today, Trump addressed the conservative Faith and Freedom Coalition, where he praised mobsters and railed against the justice system. Certaines décisions judiciaires ne mettent pas fin aux discussions. Elles ne font que déplacer leurs coordonnées au sein du système. Le 10 janvier 2026, une décision unanime rendue par la Cour d'appel du district de Columbia a rejeté, sur la base de motifs techniques et d'une large portée institutionnelle, la possibilité d'une auto-amnistie présidentielle aux États-Unis. La Cour a établi qu'aucun président ne peut se soustraire préventivement à la responsabilité pénale pour des actes passibles de destitution, même lorsqu'ils sont allégués dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, en rejetant la validité constitutionnelle d'un mémorandum rédigé pendant le mandat de Donald Trump, dans lequel le président cherchait à s'auto-grâce de manière générale et anticipée. La Cour a ouvert une nouvelle voie d'interprétation sur les limites fonctionnelles de l'immunité exécutive, un sujet qui, jusqu'alors, restait juridiquement indéfini. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. L'argumentation centrale de la Cour a exposé que le système institutionnel ne reconnaît pas la figure du pardon comme un bouclier personnel pour des comportements potentiellement criminels pratiqués sous le prétexte de l'autorité. Plus qu'invalider un document, le jugement a signalé que toute tentative d'autoprotection absolue, lorsqu'elle est confrontée aux mécanismes ordinaires de responsabilisation, sera soumise à l'examen de la légalité. La Cour a clairement indiqué qu'une fois son mandat terminé, le président est soumis au même régime pénal que tout citoyen, y compris pour les délits commis pendant son mandat, dès lors qu'ils peuvent être qualifiés de manquement à ses fonctions. Cela a permis de lever un argument central, qui était utilisé comme obstacle procédural dans les enquêtes en cours. La décision a provoqué des réactions immédiates sur plusieurs fronts institutionnels. Les membres du ministère de la Justice ont commencé à réévaluer la faisabilité de la reprise des procédures paralysées par des impasses juridiques antérieures. Parallèlement, les procureurs généraux des États et les procureurs fédéraux ont interprété l'arrêt comme une légitimation pour élargir la base des plaintes déjà déposées, en particulier dans les affaires impliquant des accusations d'entrave à la justice, d'utilisation abusive de l'appareil public et d'ingérence indue dans les processus électoraux. La coordination entre les tribunaux et les organes d'enquête, auparavant limitée par des incertitudes interprétatives, a pris de l'ampleur avec la nouvelle directive de la Cour, qui sert désormais de référence, pour délimiter ce qui peut être qualifié d'acte officiel et ce qui constitue une initiative personnelle, à des fins privées. La répercussion législative ne s'est pas fait attendre. Au Congrès, les représentants des deux chambres ont repris le débat sur la fonction et les effets des dispositifs de clémence présidentielle, avec des propositions initiales de projets visant à réglementer les limites formelles de l'institution. Parallèlement, les commissions permanentes de supervision juridique et constitutionnelle ont annoncé des audiences publiques pour entendre des experts sur les implications de la décision. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer le cas spécifique, mais de comprendre comment ce nouveau paramètre pourrait influencer les enquêtes futures, façonner les stratégies de défense et affecter le comportement des membres de l'exécutif fédéral dans les cycles gouvernementaux ultérieurs. Le précédent, tout en résolvant une impasse juridique, rouvre une série de débats sur l'équilibre entre autonomie fonctionnelle et responsabilité pénale. Sur le plan politique, l'effet secondaire de la décision a été immédiat. Les dirigeants républicains, jusqu'alors alignés de manière ambiguë sur la stratégie défensive du président, ont commencé à montrer des signes de malaise public face à ce nouveau scénario. L'impossibilité d'invoquer l'auto-amnistie ou le bouclier fonctionnel a affaibli le discours sur l'immunité totale et, par conséquent, a déstabilisé une partie de la rhétorique qui soutenait la protection partisane autour de l'ancien dirigeant. Dans certains États, les parlementaires ont entamé des réunions privées avec des conseillers juridiques afin de revoir les déclarations antérieures qui pourraient désormais être interprétées comme des tentatives d'obstruction ou de connivence avec des pratiques faisant l'objet d'une enquête, bien qu'il n'y ait pour l'instant aucune défection explicite. Le climat politique montre des signes de réajustement tactique face au repositionnement du système judiciaire. Le mouvement institutionnel provoqué par cette décision
est toujours en cours. Mais ses contours sont déjà visibles, ce qui était auparavant considéré comme une question d'opinion ou un différend d'interprétation entre juristes, est désormais au centre. Des délibérations formelles, des instances décisionnelles, les tribunaux inférieurs ont commencé à citer des extraits de l'arrêt dans des décisions préliminaires, renforçant ainsi son poids en tant qu'orientation jurisprudentielle. Les cabinets d'avocats ont ajusté leur ligne de défense. Dans des affaires connexes, les conseillers législatifs ont commencé à réévaluer la couverture juridique. Des actions exécutives antérieures à la lumière des nouveaux paramètres. La décision du tribunal, bien que visant un cas spécifique, a entraîné un changement plus large, reconfigurant la grammaire institutionnelle de la responsabilité présidentielle aux États-Unis. C'est précisément dans des moments comme celui-ci qu'il est essentiel de suivre attentivement le processus de transformation institutionnelle, sans tirer de conclusions hâtives. Des analyses comme celle-ci aident à comprendre non seulement l'épisode isolé, mais aussi le modèle qu'il révèle sur le fonctionnement du système. À partir de là, le système judiciaire fonctionne selon une nouvelle logique de coordination entre ses différents niveaux. La décision de la Cour d'appel du district de Columbia, qui a rejeté la validité de l'autogrâce présidentielle, crée non seulement un précédent, mais modifie également le degré d'autonomie interprétative des instances inférieures. Dans les tribunaux fédéraux de première instance, les juges qui évitaient auparavant de se prononcer sur les limites du pouvoir présidentiel se voient désormais soutenus par un argumentaire qui dissocie explicitement la fonction institutionnelle de l'individu qui l'exerce. Il en résulte une réorientation dans la manière d'évaluer les comportements potentiellement illicites des chefs d'État. Ceux-ci ne sont plus considérés comme des actes politiques protégés par une immunité diffuse, mais comme des événements passibles de poursuites pénales lorsqu'ils sont déconnectés des obligations formelles de la présidence. C'est dans ce contexte que s'intensifient les dialogues entre les procureurs fédéraux et les organes de contrôle interne de l'exécutif, tels que le contrôleur général et les bureaux de conformité de la Maison-Blanche. La convergence entre la jurisprudence, les enquêtes et la structure administrative crée les conditions pour que d'anciens épisodes, auparavant considérés comme inertes, en raison de l'absence d'un cadre juridique clair, reviennent à l'ordre du jour sous un nouveau jour. Les documents internes, auparavant classés comme documents de politique administrative, sont désormais réévalués à la lumière de la nouvelle conception, de la responsabilité fonctionnelle. Ce changement de perspective affecte directement les enquêtes en cours, qui traitent de questions telles que la manipulation des données fiscales, l'affectation des ressources publiques et la coercition institutionnelle, à l'égard des fonctionnaires, des agences de régulation. L'architecture institutionnelle du Congrès s'adapte également à ce nouveau scénario. La Commission de la justice de la Chambre, en coordination avec la direction du comité de surveillance, a entamé la révision des protocoles d'enquête législative à la lumière de la décision de la Cour. Lors de réunions internes, les techniciens législatifs ont commencé à revoir les enquêtes antérieures, en particulier celles qui ont abouti à un classement sans suite, en raison d'une prétendue limitation de la compétence pénale du Congrès face à la présidence. Désormais, avec la signalisation que les actes présidentiels ne sont pas automatiquement protégés, les membres du Congrès cherchent à réévaluer ce qui peut faire l'objet d'un renvoi formel au ministère de la Justice. En tant que plainte éventuelle, il s'agit d'un mouvement de réarticulation des mécanismes de frein et contrepoids, en réponse directe à une redéfinition des frontières constitutionnelles. La Cour suprême, bien qu'elle n'ait pas participé directement à la récente délibération, joue également un rôle implicite dans ce réaménagement. Les juristes soulignent qu'en permettant à une cour intermédiaire de fixer des lignes directrices ayant un impact national sans correction immédiate par la Cour supérieure, l'instance suprême signale au système qu'elle accepte cette nouvelle interprétation comme juridiquement viable. Le silence, dans ce cas, constitue un signe institutionnel d'assentiment. L'historique de la Cour suprême, dans des situations similaires, renforce cette interprétation. Dans des épisodes passés, l'absence de révision rapide a indiqué une acceptation tacite, au moins provisoire, de l'orientation adoptée par les instances inférieures. Cela transfère la responsabilité interprétative aux tribunaux régionaux, qui agissent désormais comme les principaux vecteurs d'adaptation fonctionnelle du système. Cet arrangement interprétatif s'étend aux agences fédérales d'enquête,
Le Federal Bureau of Investigation, par exemple, a réévalué ses directives internes sur les limites de son action. Dans les enquêtes impliquant d'anciens présidents, selon une note interne obtenue par des médias spécialisés, l'agence a commencé à considérer comme légitime la collecte de preuves, dans des contextes auparavant considérés comme politiquement sensibles, à condition qu'elles soient fondées sur une décision judiciaire claire et sans violation des protocoles constitutionnels. Ce changement méthodologique renforce l'idée que le nouveau paramètre établi par le tribunal ne se limite pas au domaine théorique, mais produit des effets opérationnels sur la manière dont les organismes appliquent le principe de légalité. Le contrôleur général, pour sa part, a entamé des discussions avec le secrétariat à l'éthique gouvernementale afin de consolider les normes visant à éviter le chevauchement entre les actes du gouvernement et les intérêts personnels. L'intention est de formaliser des barrières fonctionnelles plus claires entre l'utilisation de la structure de l'État et les décisions qui peuvent bénéficier individuellement à un agent public. Cela inclut, par exemple, l'utilisation de ressources publiques pour protéger juridiquement le président dans des affaires privées ou des actions susceptibles d'avoir des répercussions directes sur son patrimoine. Le nouveau contexte exige un niveau de précaution institutionnelle plus élevé, car la jurisprudence permet désormais de poursuivre ces actes comme des délits de droit commun, même s'ils ont été commis pendant le mandat. Parmi les effets les plus importants de cette convergence figure l'activation d'instruments qui, jusqu'à récemment, étaient marginalisés par la pratique politique. Un exemple en est l'utilisation élargie de la remise parlementaire, mécanisme par lequel les commissions législatives transmettent directement au ministère de la Justice les indices de crime détectés lors de leurs propres enquêtes. Bien que prévu, depuis les années 1970, cet instrument était utilisé de manière timide, principalement dans les affaires impliquant l'exécutif. Avec la nouvelle interprétation juridique, la légitimité de cette procédure est renforcée, notamment en tant qu'alternative institutionnelle légitime en cas d'impasse entre les sphères politiques, et lorsque la voie judiciaire se présente comme une voie technique de médiation. L'ensemble des réactions institutionnelles suggère qu'il ne s'agit pas seulement d'un épisode isolé, mais d'une réorganisation progressive de l'ingénierie constitutionnelle. En intégrant la décision du tribunal comme élément fonctionnel, le système fonctionne désormais avec de nouveaux paramètres de responsabilité, dans lesquels le caractère exceptionnel de la fonction ne garantit plus un traitement exceptionnel face à la loi pénale. Ce changement est structurel et transforme la manière dont sont interprétés, gérés et enquêtés les comportements du chef de l'exécutif après son mandat. La fonction de l'analyse politique, dans ce contexte, est d'offrir une continuité interprétative. Ici, l'effort éditorial consiste à suivre ces changements avec rigueur, clarté et en se concentrant sur les mécanismes institutionnels qui rendent ces processus possibles. Avec la nouvelle orientation établie par la Cour d'appel du district de Columbia, l'évaluation de la portée concrète du précédent est entrée dans une phase d'expansion et de controverse interprétative. En peu de temps, le sujet est devenu le centre des analyses juridiques, des avis techniques et des débats institutionnels, en particulier parmi les spécialistes du droit constitutionnel, les membres du ministère public, les structures de contrôle et les observateurs du système fédéral. Selon une interprétation jugée pertinente, la Cour a non seulement écarté l'hypothèse d'une auto-amnistie présidentielle, mais elle a également redéfini le cadre de responsabilité fonctionnelle associé à la fonction. Dans cette interprétation, la présidence cesse d'opérer sous une attente implicite de protection maximale et devient juridiquement exposée à de multiples voies d'enquête pénale, dès lors que les faits attribués peuvent être décrits comme un dépassement objectif de l'exercice formel de la fonction. Le point décisif, cependant, est que cette définition reste dépendante de l'interprétation judiciaire, car le critère de séparation entre acte officiel et conduite privée reste soumis à une délimitation au cas par cas. Ainsi, au lieu de mettre fin au conflit, la décision déplace l'attention. Le prochain axe de controverse devient la frontière pratique entre ce qui peut être considéré comme inhérent à la présidence et ce qui doit être traité comme indépendant des objectifs publics. Dans ce nouveau scénario, les interprétations commencent à diverger sur le degré d'applicabilité du précédent, dans des situations marquées par une ambiguïté fonctionnelle.
particulier lorsque la conduite combine des éléments de décision politique et de convenance personnelle. Les juristes qui adoptent une position plus restrictive soutiennent que, bien que l'auto-amnistie ait été rejetée, la Constitution préserve toujours une zone matérielle de protection de la fonction, ce qui impose des limites à l'action d'enquête, lorsque la finalité publique de l'acte ne peut être clairement écartée. Pour ce courant, seules des actions clairement déconnectées des objectifs institutionnels pourraient en justifier une responsabilité pénale directe, sans laisser place à des distorsions. En revanche, les analystes qui défendent une lecture plus large estiment que le jugement indique un changement dans la logique de présomption. Le poids de la fonction ne devrait pas servir de gage automatique de légitimité pour tous les actes commis par le président. Dans cette optique, on assiste à une réorganisation silencieuse de la charge de la preuve. La défense est désormais incitée, voire contrainte, à démontrer la nature institutionnelle de l'acte contesté, au lieu de s'appuyer sur l'espoir que l'accusation porte seule le poids de la preuve de la déviation, comme une exception absolue. La controverse devient encore plus intense lorsque l'on observe l'ensemble hétérogène de procédures simultanées en cours. Dans différents États, les procureurs travaillent avec des cadres pénaux qui varient entre la fraude financière, la fausse déclaration et les tentatives d'obstruction, liées au processus démocratique, électoraux ou administratifs. Chaque procédure comporte ses propres dynamiques, ses limites spécifiques et ses obstacles particuliers en matière de preuve. Même avec la force persuasive du précédent du district de Columbia, celui-ci n'élimine pas les litiges concernant la compétence, la temporalité des actes, la portée du lien fonctionnel ou la séparation entre prérogatives et intérêts individuels. Le résultat pratique est que différents tribunaux continueront à produire leurs propres interprétations, potentiellement incompatibles, sur des points sensibles, comme le système fédéral favorise ce parallélisme. Le scénario tente à inclure des décisions concurrentes et, dans certains cas, contradictoires, ce qui peut réactiver les tensions institutionnelles et conduire, plus tard, à la nécessité d'une intervention unificatrice de la Cour suprême. Certains analystes soulignent également un effet secondaire, qui est longtemps resté marginal, mais qui commence à prendre de l'importance, sur le plan politique et institutionnel. L'augmentation du coût public liée au soutien des stratégies de défense juridique des anciens présidents, avec la réduction de la marge de manœuvre pour les arguments d'immunité absolue, la viabilité des remises en question, de la légitimité de l'utilisation des ressources publiques dans des procédures qui, dans la pratique, ont pour objectif premier de protéger une personnalité individuelle et non de préserver la stabilité fonctionnelle de la fonction. S'accroît. Ce thème est désormais abordé avec plus d'intensité dans les commissions budgétaires, les conseils d'éthique et les débats sur la responsabilité fiscale. Plus l'ampleur des litiges et le volume des dépenses associées sont importants, plus le système est poussé à définir des critères. Dans quelle mesure l'État doit-il financer ou soutenir juridiquement les anciens présidents? Lorsque la sphère pénale commence à traiter les accusations comme des imputations directes, avec un réel potentiel de condamnation, dans le même temps, le débat dépasse le cadre judiciaire et s'étend au domaine universitaire et éditorial. Les facultés de droit, les centres de recherche et les éditeurs spécialisés multiplient les séminaires, les publications et les dossiers consacrés à l'analyse du nouveau modèle interprétatif, l'hypothèse de l'auto-amnistie présidentielle, auparavant classée comme une possibilité théorique, peu probable, est désormais traitée comme un point central dans les discussions sur les limites constitutionnelles de l'amnistie, la structure réelle de l'immunité présidentielle et les mécanismes de responsabilité pénale des agents de l'État. On assiste à une réorganisation de l'objet d'étude. La présidence n'est au plus examinée uniquement en termes de pouvoir politique, mais est de plus en plus observée sous l'angle pénal constitutionnel. Ce mouvement met en évidence un dilemme classique des démocraties stables: comment punir sans nuire à la fonction, comment responsabiliser sans produire d'instabilité systémique, et comment séparer la rigueur institutionnelle de l'instrumentalisation politique dans des contextes de polarisation. Les comparaisons internationales continuent d'être mentionnées comme des outils utiles à la compréhension, même si elles doivent être utilisées avec prudence. Les pays dotés de structures présidentielles
ou hybrides ont été confrontés à des dilemmes similaires, à des moments historiques spécifiques, mais y ont répondu par des arrangements qui leur sont propres. En France, le débat sur le statut juridique du président a été redéfini, après des impasses impliquant Jacques Chirac. En Corée du Sud, le procès de Park Geun-hye a modifié les paramètres de la responsabilité post-mandat. En Israël, le système a répondu par des initiatives législatives et des mécanismes spécifiques après des épisodes impliquant l'exécutif. Malgré ces références, le cas américain présente une particularité déterminante, l'absence de réglementation expresse sur les limites de l'auto-amnistie. Cette lacune a conféré, au procès actuel, un rôle de modélisation inhabituel, non pas en réécrivant la Constitution, mais en l'interprétant, face à un vide fonctionnel, qui est resté pendant des décennies, sans réponse institutionnelle directe. Le scénario probable, pour les prochains mois, est celui d'un réajustement progressif, avec une fragmentation interprétative et des vitesses inégales. Les enquêtes avanceront sur des voies différentes, à des rythmes différents, et avec des degrés variables d'exposition publique. La coexistence entre le jugement politique au Congrès et les litiges pénaux au sein du pouvoir judiciaire augmente le chevauchement des arènes, mais ne garantit pas la cohérence narrative ni l'uniformité institutionnelle. Le système juridique américain valorise la décentralisation comme mécanisme de limitation des excès, mais en paie le prix par un risque accru de divergence décisionnelle. En fin de compte, l'effet réel du précédent ne sera pas défini uniquement dans le texte du jugement, mais dans la manière dont il sera appliqué, testé et absorbé par d'autres tribunaux, sous des pressions politiques et institutionnelles inévitables. Ce qui reste donc en suspens, ce n'est pas seulement le sort des procédures spécifiques, mais la portée durable de cette réinterprétation institutionnelle. La frontière entre autorité fonctionnelle et responsabilité individuelle continuera d'être mise à l'épreuve dans des situations extrêmes, en particulier lorsque des actes politiques peuvent être décrits à la fois comme un exercice du pouvoir et comme une stratégie personnelle. Pour les juristes les plus prudents, cet épisode inaugure un nouveau cycle de conflit entre l'autonomie institutionnelle et le contrôle pénal. Pour d'autres, il met lentement fin à une longue période d'ambiguïté interprétative, accumulée. Il n'y a pas encore de consensus. Ce qui existe déjà, c'est une évidence. Le système s'ajuste en interne, redéfinissant ses propres limites, à partir des pressions qu'il a lui-même contribué à générer. C'est pourquoi il reste essentiel de suivre les développements, avec une attention analytique. Chaque nouvelle décision, chaque manifestation institutionnelle, chaque interprétation concurrente aidera à déterminer si ce précédent se consolidera comme un paramètre stable ou comme un noyau permanent de controverse, dans une architecture où coexistent, par conception, de multiples instances. Le sens définitif de la décision découle moins de l'acte isolé que de la trajectoire, de son application pratique, de sa résistance au temps et de sa capacité à survivre à l'usure inévitable de la conjoncture.